Ok, tu es là. Oui, je suis là. Tu m'entends? Oui, allons-y. Je disais que on va commencer au début. Maintenant que ta compréhension du cloud sur le plan théorique beaucoup évolué. Maintenant, c'est quoi le cloud computing? Pour toi, de façon générale, c'est quoi le cloud computing? C'est c'est l'accès au service, ou bien la fourniture au service informatique en utilisant Internet, quoi. Oui, en utilisant Internet. Donc, les services du cloud sont accédés à partir d'Internet. Donc, sont fournis via Internet. Donc, on ne peut pas parler du cloud sans Internet. C'est ça. Euh, et maintenant, Internet est fourni par ce qu'on appelle des fournisseurs, donc des providers. Les providers publics que tu connais, tu peux les citer. Les fournisseurs d'accès à Internet public. Non, du cloud, pas Internet. Ah, les fournisseurs d'accès de cloud. Les fournisseurs de services cloud, c'est ça? Mhm. Que tu connais. Oui, il y a Azure, AWS. Je crois que c'est les principaux leaders du marché Il y actuel. a Azure, AWS et Google. Ouais, Google aussi. Donc, Azure vient de Microsoft parce que le produit cloud de Microsoft s'appelle Azure. Azure, ouais. Celui de Amazon, c'est quoi? AWS. Et Google, c'est quoi? Drive, Non, pour eux, c'est. Non, non, non. Drive, c'est un service c'est un service. SaaS de Google. Ce n'est même pas son cloud en tant que. En fait, le cloud public de Google s'appelle GCP. euh, Hmm, Google Cloud juste, oui. Platform. D'accord. GCP. Voilà. Maintenant, on va évoluer. Donc, dans notre formation, nous avons décidé de travailler avec Microsoft. Parce que pour se lancer dans le cloud, il faut commencer avec un Un fournisseur fournisseur. public. Et nous avons les trois grands. Oui. Nous avons choisi Microsoft pour des raisons que Microsoft déjà, c'est dans le domaine informatique, surtout déjà les serveurs. Donc, ils ont une certaine mise sur ce qu'on appelle les contrôleurs de domaine. Donc, ils ont leur contrôleur Active Directory sur le plan local, c'est le plus utilisé au monde. C'est même ça, il n'y a pas deux. Donc, quand on veut faire de l'annuaire local, on pense à Active Directory. Qui est à l'origine d'Active Directory? C'est Microsoft. Microsoft. Voilà. Donc Microsoft a des systèmes d'exploitation. Ça veut dire que Microsoft, déjà à la base, c'est un grand nom dans l'industrie de l'informatique. Un grand nom surtout sur. C'est le plus grand. Oui, c'est le plus grand. Parce que eux, les machines, c'est Microsoft qui a banalisé la notion d'utilisation du système d'exploitation. Parce que si on veut parler de l'histoire, tu sais que les Linux là ont été créés, Unix particulièrement a été créé depuis. Bon, les premières machines n'étaient pas accessibles à tout le monde. Si tout le monde peut utiliser un ordinateur aujourd'hui, la notion de Windows client où on avait des Windows 7, 8, il y avait même les deux, les Windows XP. XP, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, on a deux Windows 11 qui est la dernière version actuellement. Et Windows 10 que tu vois là est en train de disparaître au profit de Windows 11. Donc c'est Microsoft
Donc, que ce soit les machines clients, les serveurs, c'est vrai que sur les serveurs, principalement Active Directory, qui est l'annuaire le plus utilisé dans les réseaux locaux. Et quand on vient même surtout, même les autres ont construit leur annuaire, c'est sous les mêmes principes, même dans le cloud. Donc, on dit que même Amazon, c'est vrai que la notion du cloud, c'est Amazon qui commence. Oui. Du coup, dans le monde entier, sur le plan du business, quoi, Amazon est devant. Amazon a plus de marché que mondial, dû au fait que eux ils ont commencé. Mais Microsoft, avec le temps, a beaucoup évolué et Microsoft va certainement prendre la tête dans quelques années. Donc Je voilà, pense qu'ici en Amérique du Nord, c'est plus c'est Azure. Microsoft qui est le plus utilisé. C'est plus Azure. Maintenant, donc, nous avons choisi Azure. Et on a parlé, nous avons présenté qu'est-ce que le cloud. Dans le cloud, nous avons parlé de ce qu'on appelle du modèle de responsabilité partagée. Pour toi, c'est quoi quand on parle de modèle de responsabilité partagée? Le modèle responsabilité. Lorsqu'on parle de modèle de responsabilité partagée, moi j'entends par là, c'est, ça veut dire que dans l'utilisation des services, il y a une part, il y a une part qui, euh, qui, euh, qui est, qui est sous la responsabilité de Microsoft et il y a une part du service qui est sous la responsabilité du client. Mhm. C'est pour ça que c'est partagé. Donc, la responsabilité du service, ou bien de la qualité des services est répartie entre et le client et le client Et Azure, dans notre cas. et, et Donc Azure. ici, oui, c'est ça. Dans les responsabilités sur la... Ça veut dire quoi? Lorsque on déploie, on provisionne, lorsque on provisionne une ressource dans Azure, les responsabilités sont partagées entre le client que nous sommes et Azure. Voilà. Selon le type de service que tu as choisi, les responsabilités sont partagées en termes de ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Donc, ce que je peux faire, euh, euh, donc ce que le client peut faire relève de ses responsabilités, alors que le reste relève de la responsabilité de Microsoft. Donc, Microsoft. cependant, il y a des ressources purement gérées par Azure, donc, et que nous avons très peu de responsabilités. Et en plus, on a parlé des modèles de cloud. Après cela, nous avons parlé des modèles de cloud, quoi, des modèles de service cloud. Ok. Voilà. Et à ce niveau-ci, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que peux-tu dire par rapport à ce niveau-ci? Les types de cloud, Les modèles. les Oui, bon, modèles de oui, cloud. quand on dit les modèles ici, bon, c'est les modèles de service, les trois grands modèles que tu connais là. Parce qu'il y a Ok. type de service cloud, qui est les types. Quand on parle de modèles, ce sont les trois grands. Vas-y. Donc, l'IAS, Non, le les SAS, modèles. Les modèles le modèle, ok. publics Le modèle de cloud, il sait qu'il y a le codec public, il y a le privé, il y a le multi-cloud. En fait, il y a l'hybride, il y a le public. Donc, les Mhm. principaux, il y a le cloud privé. C'est ça que je parle vraiment des types, vraiment, des types de cloud. On a le cloud public, on a le cloud privé, on a l'hybride. Voilà, l'hybride. Maintenant, définis chacun. C'est quoi Alors, le cloud public? le cloud public, c'est un type de cloud.
En fait, c'est un modèle dans lequel le cloud est géré par un fournisseur public où le client va, va, va souscrire, où le cloud est géré par un fournisseur public, tout simplement. Euh, Mhm. le cloud privé, c'est un modèle où le client il a ses propres centres de données et il gère lui-même ses clouds, il gère lui-même son cloud d'entreprise. Et le cloud hybride, c'est un cloud dans lequel l'entreprise a son cloud privé, mais il sous-traite certains autres services cloud auprès d'un fournisseur cloud public. Mhm, voilà. Donc, je vais ajouter le cloud public. Il faut aussi ajouter que oui, c'est un fournisseur qui met ça à la disposition de tout le public. Pour le but ici est commercial parce qu'il veut vendre, il veut faire du business. C'est ça. Du coup, il a besoin que les entreprises viennent utiliser ce service pour gagner de l'argent. Donc, il rend un service aux clients et les clients lui payent pour cela. C'est ça le but du cloud public. C'est un but commercial. Maintenant, le privé, vraiment, c'est pour des activités privées de l'entreprise. Et le client ici détient toute la responsabilité sur l'infrastructure entière. Bon, c'est 100%. Il y a l'hybride qui est la combinaison des deux. Oui, comme tu as dit, c'est la combinaison des deux modèles. Euh, mais dans la suite de notre formation, nous allons nous intéresser au cloud public. C'est ça qui nous intéresse. Parce que Microsoft Azure, si le cloud est public, Microsoft Azure va participer à la formation de ceux qui vont, hein, utiliser cela, ceux qui vont aider les entreprises à déployer les systèmes. Voilà un peu notre niveau ici. Là. Donc notre niveau, c'est de maîtriser comment ça fonctionne Azure et que demain, nous puissions avoir des opportunités d'emploi dans ce sens-là et démontrer nos compétences. Voilà. Du coup, dans la suite, nous nous concentrons sur le cloud public. En plus, maintenant, on a parlé du type, du type. Revenons directement sur les types de cloud. Ou bien, bon, on dit modèle de consommation. Modèle basé sur la consommation. On a le cloud, c'est le modèle basé sur les, les, la consommation. Ok. C'est-à-dire que dans le cloud, on consomme, on paye ce qu'on a consommé. Dans le cloud, on paye ce qu'on a consommé. On paye ce qu'on a consommé. Et ici, là, dans ce modèle de consommation, à ce niveau, nous avons distingué deux cas, deux principes. Les capitaux d'exploitation. On a parlé les dépenses d'exploitation et les dépenses d'investissement. Il y a deux cas, les dépenses d'exploitation qu'on appelle CAPEX, Capital Expenditure, et les dépenses d'exploitation qu'on appelle OPEX. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, les CAPEX, ce sont les dépenses d'exploitation, comme on dit. Mais en fait, excuse-moi, les CAPEX, D'investissement. ce sont les dépenses d'investissement, c'est-à-dire que c'est les dépenses qu'on fait afin de démarrer un projet qui nous dans lequel on achète tout le matériel qui nous permet justement
de démarrer et de lancer un projet. De telle façon, Et sans ces matériels, on ne peut pas lancer, c'est ça. on peut pas lancer le projet. Or, les dépenses d'exploitation, ce sont les dépenses qui sont liées à l'utilisation ou à la gestion. En fait, oui, qui sont faites au moment de l'utilisation du projet. C'est-à-dire que le projet est déjà lancé et au moment sur les dépenses qu'on fait pendant on exécute ou bien on utilise on déploie le projet en fait. Mhm. C'est un peu ça. Et le cloud n'est pas basé sur ce type de modèle-là. Le cloud, dans le cloud, on ne dépense rien avant de commencer. Donc, on n'a pas besoin de dépenser déjà parce que le principe du cloud, c'est on utilise avant de dépenser. Donc, les dépenses opérationnelles, OPEX. Dans le cloud, c'est plutôt l'OPEX. C'est-à-dire, je, je viens, j'utilise et je paye après. Voilà. Maintenant, la migration dans le cloud a plusieurs avantages pour une entreprise. On a ce qu'on appelle les avantages liés à la haute disponibilité. La haute disponibilité et la scalabilité dans le cloud. La haute disponibilité, c'est quoi la haute disponibilité pour toi? La haute disponibilité dans le cloud. Alors, je pense que la haute disponibilité, justement, permet, euh, en fait, ça permet de rendre le service toujours accessible lorsqu'on en a besoin dans le cloud. Dans le cloud est hautement disponible parce qu'il est tout le temps accessible. Tout le temps accessible, oui. Même s'il y a un problème, ce sera accessible. C'est ça. Donc, le cloud est hautement disponible. Maintenant, on parle de la scalabilité. La scalabilité, ou alors parfois je parle de l'évolutivité. Ça veut dire quoi? La scalabilité ou l'évolutivité? Ça veut dire que le cloud s'adapte en fait, les ressources du cloud s'adaptent aux besoins. Chaque fois. S'adapte aux Ça besoins, veut c'est dire que ça. ça s'adapte à chaque fois aux besoins. Ça s'adapte aux besoins. Donc, les ressources peuvent diminuer ou augmenter selon les besoins. Oui. Donc, ça augmente ou diminue automatiquement pour répondre aux besoins présents. Et là, on va parler de la notion de scaling. Scaling vertical, scalabilité verticale et la scalabilité horizontale. Il y a quand même la différence entre les deux. Est-ce que tu te rappelles des deux? L'évolutivité. La scalabilité verticale, c'est l'augmentation je crois que c'est l'augmentation des capacités. L'augmentation, la Tu parles de stabilité quoi? Vertical. verticale, oui. Oui, voilà. L'augmentation des capacités des ressources. Ça veut dire que si tu as une RAM à peut-être 500 mégas et que tu peux la passer à 1 giga ou à 2 gigas, c'est la stabilité. C'est ça, là, c'est Si tu peux la vertical. réduire. Voilà. C'est bien. Et la scalabilité horizontale, c'est le nombre de ressources. Ça veut dire que si tu as 5 machines virtuelles, tu veux passer à 8, c'est la scalabilité horizontale. Mais si tu veux passer à 2, c'est la scalabilité horizontale. Mais si tu as 2 serveurs, tu veux réduire un serveur. Ou bien si tu as 2 disques durs, tu veux passer à un Voilà. disque dur. C'est la scalabilité horizontale. Non, en fait, c'est généralement pas. Quand tu parles, ramène ça au disque dur, c'est pas bon. Bon, disons les machines, les serveurs, les switches. Voilà. Si Le on parle nombre de ressources. le nombre d'instances d'une machine virtuelle, d'un service web, oui, c'est ça, c'est ça. Maintenant, il y a les avantages liés à la fiabilité. La fiabilité, c'est quoi? La fiabilité. En fait, la fiabilité, c'est la capacité du cloud, bien d'un système, si on veut, ou bien, je sais pas, ou d'un service à, à, en fait,
sa résistance, par exemple, aux pannes. Donc, c'est-à-dire qu'elle reprend son activité lorsque il y a, par exemple, une panne ou bien. C'est ça, en fait, tu peux dire que c'est sa résistance aux pannes. Ça permet de. Mhm, Même si voilà. lorsqu'il y a une panne, le service peut quand même être toujours fonctionnel. C'est-à-dire Voilà. que Donc, c'est lui, il est fiable que résilient. même s'il y a une attaque ou une panne, le service trouve toujours le moyen de rester fonctionnel. Mhm. Sa résilience aux pannes, c'est ça. Panne. Ok, ok. Bon, on avait parlé aussi de la prévisibilité. Prévisibilité, dans prévisibilité, il y a prévoir. Ok. Donc, ça veut dire que ici, on peut prévoir quoi là? Ici, on avait dit, on peut prévoir soit la performance, soit le coût. Les coups. Mhm. Mhm. On peut prévoir la performance ou le coût. Donc, je peux prévoir, j'ai tout prévoir la performance et le coût. Et pour prévoir le coût, on a parlé de la calculatrice des La coûts. calculatrice de coût On avait des dit prix. de la calculatrice qui me permet d'estimer les coûts de mes services. Maintenant, la sécurité. L'avantage lié à la sécurité. Les services cloud sont sécurisés, c'est sécurisé. La gouvernance, Effectivement. on avait parlé aussi de la gouvernance. La gouvernance ici, c'est le respect. Il y a la gouvernance et la conformité. Le respect déjà, des standards Des règles, c'est ça. de l'entreprise. Des États et de l'entreprise, ouais. Mhm. De l'entreprise et des gouvernements Voilà. et des règles d'État, de l'État où sont situés, où sont déployés les différents services. Mhm. On doit respecter les lois, on doit respecter les standards des entreprises. Maintenant, ouais, c'est un peu ça. C'est ça, voilà. Maintenant, on avait vu les types de services cloud. Bon, les types de services cloud, c'est-à-dire infrastructure as a service, euh, plateforme en tant que service, euh, software ou logiciel en tant que service. Quelle est la différence entre les trois? Ok. Infrastructure en tant que service. Donc, IaaS, c'est un type de service cloud dans lequel le fournisseur, d'accès cloud met à disposition uniquement l'infrastructure cloud. Et puis, le client va se charger de, de la plupart des différentes. Il va se charger lui-même des machines virtuelles, il va gérer lui-même les machines virtuelles, les différents logiciels, les systèmes d'exploitation. Il va même intégrer tous les différents services dont il a besoin. Il va même les tous les différents services. C'est un service qui donne le plus de pouvoir aux clients. Et c'est plus utilisé par les gens qui sont droits, c'est plus utilisé par les administrateurs système et réseau. C'est ça. Mhm. Donc, avec le IaaS, infrastructure en tant que service, nous, le client a plus de responsabilités. La plus grande partie des responsabilités réside est chez le client. Mais est-ce que tu peux préciser les responsabilités du fournisseur? Le Avec fournisseur, quelques mots, il y a quoi? bon, déjà, le fournisseur s'assure déjà que de l'accessibilité du cloud. Il s'assure aussi On va de la dire, sécurité. oui, il y a, oui, le réseau physique, quoi. Mhm. Il faut que soit disponible le réseau physique, la Mhm. sécurité, Ça, c'est en fait, l'alimentation. lui, il a su la responsabilité au niveau de tout ce qui concerne, c'est-à-dire, donc, il a su la responsabilité jusqu'au niveau de l'hyperviseur. Et tout ça réside chez lui, de tout ce qui est physique résidant dans son data center. Parce que nous, maintenant,
Celui qui crée l'IAS travaille directement à partir de l'hyperviseur, c'est-à-dire l'élément qui permet de virtualiser. C'est un peu ça. Et le reste maintenant, je viens, le client installe le système d'exploitation, installe les applications, gère toute la sécurité au niveau du système d'exploitation. Les mises à jour et autres. Voilà. Maintenant, il y a le pass. Pass. Et ça, c'est la plateforme en tant que service. Donc, à ce niveau-là, le fournisseur cloud va s'occuper de va mettre à disposition la plateforme, le logiciel de développement, va s'occuper de la mise en réseau. En fait, c'est plus utile pour les développeurs. Mhm, Et là, même les logiciels vont être également mis à disposition par le fournisseur, les mises à mhm, jour. mhm. Et Donc, la plupart des, en fait, la grande partie des responsabilités sont, sont, sont entre les mains du fournisseur. Donc, le client, ici, là, j'ajoute que le client, ici, est seulement, un utilisateur. lui, il vient seulement gérer son code, quoi, installer son code. Donc, il est au niveau, il travaille au niveau de l'application qu'il déploie, qu'il doit déployer et les données qui seront à l'intérieur, c'est tout. Donc, c'est un peu ça, c'est ça. Maintenant, il y a le SaaS, le Software as a Service. Ah, ça software as a service. À ce niveau-là, c'est un peu kiff-kiff pour le. Tu as parlé tout à l'heure, pour Google, tu avais parlé de Drive. Oui, Drive, c'est un SaaS de Google. effectivement. Donc, Et nous n'avons même pas aucun responsable. En fait, c'est comme si, ici, c'est un peu pour nous. Parce que quand je vois SaaS, il y a notre réseau local. Le réseau local, le client a toute la responsabilité sur son data center propre. Le SAS, le fournisseur, toutes les, c'est le fournisseur qui a toutes les responsabilités ici. dans le sens, c'est le fournisseur qui a toutes les responsabilités. Rien que bon, nous on est seulement responsable des accès que nous permettons. Des C'est-à-dire le accès fait et que, des données que nous entrons. oui, le fait que tu permets peut-être à quelqu'un d'utiliser peut-être de se connecter à ton Teams, logiciel de vidéoconférence. C'est l'accès que tu lui donnes. Tu es responsable de cette, de cette, bon, de De cette l'accès là. offre-là. Tu es responsable de ça. Et aussi maintenant, toutes les données que le gars va générer, tu seras responsable de ça. C'est tout. Mais à part ça, sur le plan technique, tout est géré. C'est ça les SAS. Et là, c'était tout pour la. Là, c'était tout pour le premier module parlait de tout ça. Le premier module, parce que ça a trois modules. Maintenant, le deuxième module. Bon, le deuxième module, c'était présentation de l'infrastructure, décrit l'architecture et les services Azure. Donc, décrit l'architecture et les services Azure. Dans la description de l'architecture et des services Azure, on va décrire l'architecture physique et l'architecture physique et l'architecture de gestion, c'est-à-dire l'architecture, l'infrastructure physique d'Azure. Quand on parle de l'infrastructure physique d'Azure, tu penses à quoi?
infrastructure physique. Je pense au data center, au Oui, centre de données. au centre de données et tout ce qui est physique. Et là, data center, oui, c'est ça. Tout est maintenant pour l'organisation. Microsoft a mis en place hein, plusieurs concepts qui partent du data center. Oui, il y a les data centers. Et maintenant, à côté, on va parler des régions. Hmm. Parce que les Ok, data centers se trouvent dans des régions. effectivement. Voilà, on a parlé des paires de régions. Ouais. Voilà. Maintenant, quand on parle des régions, pour toi, c'est quoi une région Azure? C'est une zone géographique où on a au minimum un centre de données. Mhm, En fait, une zone géographique, oui. On a mhm, au moins un centre de données Microsoft. mhm. C'est même là où on trouve les éléments physiques. Parce que nous avons compris que quand on dit cloud, ça ne veut pas dire les données que nous mettons là-bas ne sont pas dans l'air. Bien Elles sûr. se trouvent quelque part, juste que Quelque part. c'est accessible sur Internet. Du coup, c'est la notion de région qui permet de déterminer l'emplacement physique. Ça, la notion de région va me permettre de savoir que non, mes données sont dans tel pays. C'est ça. C'est ici, là. Donc, si tu héberges, choisis, parce que ici au Canada, par exemple, il y a deux régions. Il y a une région au Québec, plus précisément à Québec City, et une autre région à Ontario, ici à Toronto. Donc voilà les deux régions d'Azure. Et les deux fonctionnent en pair. En pair. Ça veut dire que si je déploie une ressource qui est de type zone redondant, parce qu'une ressource de type zone redondant, c'est une ressource quand tu le déploies, il se trouve directement. Non, non, non. Je suis en train de confondre. Je vais parler déjà. Je vais revenir sur ça après. La notion de région, si par exemple je veux faire la réplication entre deux régions, donc je choisis, par exemple, on prend le cas d'un compte de stockage. Donc si je mets ma ressource ici à Toronto, je sais que ça va se répliquer dans la région paix, qui est à Québec, la deuxième région qui est à Québec City. C'est un peu ça. Donc la notion de région paix déjà, c'est pour euh, parce que autre condition pour les paix, c'est que ça doit être la distance. La distance entre les deux régions doit être au moins 438 km. 480 km. 480 km. Éviter à ce que s'il y a un Qui est un sinistre. pic ou l'incendie qui prend, qui Une ravage catastrophe une naturelle. région, ça ne pourra pas se propager jusqu'à 180 km. C'est ça. Bon, on avait aussi vu qu'il y a les régions souveraines. Les régions souveraines pour la Chine. Il y a aussi quelques régions souveraines aux Les États-Unis, États-Unis. gérées par soit le gouvernement et autres. Maintenant, chaque zone, région, la plupart des régions, euh,
contient trois zones de disponibilité. La plupart, la Ouais. grande majorité. Donc, trois zones de disponibilité. Et une zone de disponibilité, c'est généralement un data center complet dans la plupart du temps. Donc, ça peut être plus, mais c'est généralement un seul data center complet avec tous les éléments qui vont avec. Mais alors, la notion de dense, là, c'est pour permettre la réplication dans la même région. Parce qu'il y a des données, il y a, comme j'ai dit, les zones, il y a les ressources zonales. Une ressource zonale, c'est généralement une ressource qui va résider dans une seule zone par défaut. Donc, on choisit la zone pendant sa création. Il y a des ressources maintenant, zones redondantes. C'est-à-dire, quand je déploie, ça se réplique dans les trois zones. Je n'ai pas besoin de choisir. Quand je déploie et je choisis l'option, comme par exemple un compte de stockage GRS. Donc, ça veut dire que pour l'infrastructure physique, tu vas retenir ce que c'est un centre de données, Ok. une région, Ouais. la notion de zone de disponibilité, la notion de terre de région et les régions souveraines, c'est ça. Ok. Maintenant, on va revenir sur, parce qu'ici il y a ce qu'on appelle aussi l'infrastructure de gestion. L'infrastructure de gestion est logique. Ce n'est pas physique, parce que quand on parle de région, c'est physique, on voit. Mais l'infrastructure de gestion, c'est ce qui nous permet de gérer notre infrastructure cloud. Là, c'est au niveau de l'entreprise. Ça va nous permettre. Effectivement. Donc, toi qui es en train d'entrer dans le cloud, tu seras tout le temps en train de créer des ressources, les groupes de ressources, les abonnements, les groupes d'administration, tout ça. Ça, ce sont les éléments De l'infrastructure de de gestion. l'infrastructure de gestion. Maintenant, j'aimerais que tu me parles plus de ça en les classifiant. Quelle est la relation entre tous ces éléments-là? Bon, dans l'infrastructure de gestion, à la base, on a d'abord le compte. Parce que ce que tu veux, peu importe ce que tu veux faire dans le jeu, il te faut un compte. Donc, tu dois d'abord créer un compte. Mhm, Donc, le compte, c'est la base. Et dès que tu as un compte, tu vas prendre un abonnement. mhm. Un Ah, compte. oui, après le compte, tu vas prendre l'abonnement. Voilà, Dans c'est un ça. compte, tu peux mettre plusieurs abonnements. Mhm, Maintenant, dès que tu as pris un abonnement, tu peux donc pouvoir déployer des ressources. Maintenant, tu peux mhm, mettre des ressources. Dans le groupe de ressources, il y aura des ressources à l'intérieur. Donc, mhm. c'est en fait ça. Oui, c'est bien expliqué. Voilà. Donc, il y a la première des choses, c'est de créer un compte. Ici, un compte. Et un compte est lié à un poste. Il y a un compte qui est lié à un portail Azure. Tu as ton compte qui est généralement, parce que après avoir créé le compte se crée directement avec, pour pouvoir l'utiliser, parce qu'au départ, si on a un compte, il faut l'abonnement pour commencer à l'utiliser. Parce que sans Ouais. abonnement, et pour avoir l'abonnement, il faut associer ton compte à une carte de crédit, à une carte de débit, voilà, pour le paiement des factures. Bien sûr. Donc maintenant, dans un compte pour la gestion, il y a ce qu'on appelle les groupes d'administration. Donc les groupes d'administration, c'est
concept, c'est un élément de gestion qui est au-dessus de tout. Parce que lorsque tu déploies ton système avec un abonnement, l'abonnement là vient s'inscripter, donc ça vient se lier au groupe d'administration racine de ton système, qui est le premier groupe d'administration qui est créé automatiquement par le système et on ne peut pas supprimer ça. Premier, donc ton premier abonnement vient se lier là, à ce niveau-là. Et tu ne À un peux groupe pas. d'administration. Oui. Maintenant, à chaque fois que tu Voici. veux déployer une ressource, comme tu l'as dit, il faut créer un groupe de ressources. Et le groupe, les ressources, chaque ressource est dans un groupe de ressources. Et chaque Ok. ressource est liée à une région. Et dans un groupe d'administration, on peut avoir plusieurs comptes. Plusieurs abonnements. C'est ça, Oui, hein? mais on peut pas avoir plusieurs comptes. On ne peut pas avoir plusieurs comptes. Plusieurs. Voilà. Quand tu dis Donc, compte, c'est. quand tu crées un compte, ça crée automatiquement un groupe d'administration. Oui, on ne peut pas avoir un compte à ces groupes d'administration. Ce n'est pas comme si. Exactement. Et maintenant, un abonnement peut être relié à plusieurs autres. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le Azure. Bon, je ne vais pas d'abord, on va revenir dessus, sur la notion de locataire, actif locataire Azure et tout. Donc voilà, l'abonnement, c'est l'élément de facturation. Groupe d'administration, ça permet de gérer les abonnements, c'est ça. Donc si je veux déléguer, on délègue les règles au niveau du groupe d'administration pour gérer les abonnements bien précis. Et on peut aussi dire que ouais, tel, tu dois avoir tel droit au niveau de tel groupe de ressources. Ok. Mais lorsque tu as le compte, parce que là-bas, je pense que c'est le compte. Maintenant, quand tu as le compte, tu vas maintenant avoir un groupe d'administration, Ah oui. Racine. Et là, Ah, c'est sur le groupe d'administration que les différents abonnements vont se greffer. voilà, déjà par défaut, le premier abonnement se colle au groupe d'administration Racine. Maintenant, Exactement. si maintenant, quand tu veux commencer maintenant à faire tes déploiements, généralement, on te dit de créer vraiment un autre groupe d'administration ou avant de commencer ton déploiement et tu crées là-bas et tu crées ton abonnement que là-bas, ton abonnement que tu vas utiliser à ce niveau-là. Donc, ça veut dire quoi? On ne peut pas créer un groupe d'administration sans abonnement. Si je crée un groupe d'administration, ça veut dire que je vais associer un abonnement à ce niveau-là. C'est ça là. Sinon l'abonnement, le compte Ça que j'ai n'a rien déjà, à servir. Oui, voici. sinon le groupe d'administration là ne va rien servir. Parce que sans abonnement, on ne peut rien créer. Tu vois un peu, non? Sans abonnement, tu ne peux rien créer dans Azure sans préciser l'abonnement. Et tu as constaté cela pendant les phases pratiquantes. Il fallait toujours préciser l'abonnement. Voilà. C'est pour ça qu'on a, dès que tu as créé ton compte, tu crées ton abonnement. En fait, tu crées oui, après, dès que tu as créé ton compte, tu vas créer ton abonnement. Ah, Et c'est après oui. tes abonnements maintenant que tu vas commencer à Et créer le dans tes fait autres. de créer ton abonnement, c'est juste la période où on te dit d'insérer tes informations pour tes données de compte bancaire et tout. Ça, c'est ton abonnement en route que tu crées, ton abonnement racine que tu Tous crées. les bas abonnements, c'est toujours comme ça. Ok. Hein, tu ne savais pas. Tu ne peux pas créer, pour créer un abonnement, il faut relier ça à une carte bancaire. Ça peut être la même ou une autre, mais il faut toujours Ah, tu peux faire. une carte D'accord, bancaire.
Donc, Parce sur que le nous, même on n'a compte, pas tu encore vas. fait ça, mais dans le truc, quand on va avancer dans le cloud, dans la pratique, on va gérer les cas comme ça. C'est-à-dire que, parce que nous avons expliqué que dans les entreprises, euh, si tu crées un abonnement, il faut préciser la carte bancaire qui sera liée à ça. C'est ça. Ok. Dans le moment de créer le compte, parce que nous n'avons pas fait, après avoir créé le compte, l'abonnement Racine, on n'a pas encore créé d'autres. Mais à chaque fois que tu vas vouloir créer un abonnement, on va te demander les informations de la carte qui va gérer ça. Ça peut toujours être la même carte, hein. Tout c'est l'argent, non? Tu peux préciser la même carte. Tu vois un peu, non? Il suffit Bien seulement sûr. d'entrer ces informations, c'est tout. Donc voilà, Et si vous avez récupéré l'argent, il y a l'argent, c'est disponible. mhm, c'est tout ce qu'on veut à ce niveau-là. Maintenant, maintenant, on va terminer aujourd'hui avec ça, avec la notion, ici c'est la notion, les services de calcul et les services réseau Azure. Donc, les services de calcul, nous avons parlé déjà. La machine virtuelle. C'est quoi la machine virtuelle? C'est quoi la machine virtuelle? La machine virtuelle Azure. En fait, Mhm. la machine virtuelle, c'est. Comment dire ça? C'est une ressource. Mhm. C'est une ressource. Oui, c'est une ressource justement qu'on peut créer sur Azure ou, ou dans tout autre hyperviseur qui permet justement de simuler, en fait, oui, de simuler Un ordinateur. un De ordinateur sur Internet, virtualiser, c'est un de ordinateur. virtualiser un ordinateur Oui, un ordinateur, c'est ça. C'est la machine virtuelle nous permet d'avoir un ordinateur dans le cloud. Donc de dans le cloud. virtualiser, c'est ça. Un ordinateur dans le cloud. Et on a dit que la machine virtuelle, c'est un service IaaS. Ouais, Pour des raisons que tu connais, parce que quand tu crées ta machine virtuelle, on a créé la machine virtuelle. Et si c'est toi qui installes l'application, le système d'exploitation, ça veut dire que c'est toi qui dois installer tous les autres pour les autres outils. services. Mhm. Maintenant, et dans les machines virtuelles, on a parlé de deux éléments. Les machines virtuelles identiques, quoi, les groupes identiques de machines virtuelles. Hmm? C'est quoi les groupes identiques de machines virtuelles? Un groupe identique de machines virtuelles. Non, bon, je sais pas si je peux essayer de préciser la question. Oui, en fait, on avait parlé, dans les machines virtuelles, on avait parlé des groupes identiques de machines virtuelles et aussi les groupes à haute disponibilité de machines virtuelles. Peut-être tu as oublié cette notion. En fait, les groupes identiques de machines virtuelles, c'est que la machine virtuelle, c'est une seule machine. Donc, Oui, si je viens, seulement. je prends une machine, je mets mon application web à l'intérieur, que s'il y a problème de charge, tout ce que je peux faire à ce niveau, c'est juste peut-être changer, modifier la taille de la machine, augmenter. Mais le fait d'augmenter la taille déjà, c'est ce qu'on appelle, c'est un scaling, ça se fait manuellement. On ne peut pas automatiser ça. Et du coup, ça peut toujours avoir ses limites. Parce qu'on ne peut pas toujours avoir les capacités, tout type de capacité qu'on veut, ou alors de performance ou de taille qu'on veut dans Azure.
on se limite à ce qui est présent et ce qui est disponible dans la région où se trouvent nos ressources. Ah, chaque machine a sa taille. Maintenant, si je veux peut-être avoir plus d'une machine qui va contenir le même site web, certes, je peux créer une autre machine virtuelle, mais je veux un système qui va me gérer ça automatiquement. Je ne veux pas déployer mon service et venir à chaque fois si, et faire évoluer ça manuellement. Bah, si la montée en charge arrive quand je suis chez moi en train de dormir, je fais comment? C'est là où les machines virtuelles, les groupes identiques de machines virtuelles entrent en jeu parce que lui, il va me permettre cette flexibilité-là au niveau de sa configuration. Ça veut dire que lui, je vais créer tout mon service et installer ma ressource dedans, mon logiciel à l'intérieur. C'est lui qui va se charger de l'évolutivité du système, de la scalabilité, de gérer la scalabilité. La scalabilité ici, c'est plus horizontal. Ça veut dire que je vais seulement venir configurer cela, configurer ce que je veux, en précisant le nombre de machines virtuelles mini, le nombre minimal du groupe et le nombre max de machines virtuelles qu'on peut avoir dans le groupe virtuel. Donc, je prends un exemple. Si selon mes calculs, je vois que, ok, quand il y a une montée, les, les, les périodes de charge élevées dans mon système, j'ai besoin de 5 machines virtuelles. Ça veut dire que je vais créer un VMSS qui va évoluer jusqu'à 5 machines virtuelles, peut-être de 1 à 5 machines virtuelles. Ça veut dire que lui va commencer à unload pour des charges très bas. Quand la charge est très basse, il y a une machine virtuelle. Maintenant, quand ça commence à évoluer, le système évolue aussi en ajoutant de machines virtuelles supplémentaires, identiques, c'est-à-dire la nouvelle machine qui se crée automatiquement, qui est ajoutée automatiquement, va contenir la même application que la première, ainsi de suite. Ça va s'ajouter au même moment. Maintenant, quand la charge baisse, ça réduit aussi automatiquement. Pour optimiser. C'est un peu comme un équilibre de charge. Oui, il y a un équilibreur de charge, on peut dire ça derrière, qui gère ça. Oui, c'est un peu ça. Bon, oui, c'est bon. Oui, c'est comme un équilibreur de charge, mais pas C'est un vraiment. équilibre de charge. Mais pour les machines virtuelles, de manière à ce que si une machine est saturée, ça crée une autre machine identique. Ça clone la machine et ça crée une autre machine identique. Identique. Maintenant, à côté, après, on avait vu aussi un autre type de machines virtuelles qui sont les groupes à haute disponibilité de machines virtuelles. Et j'avais expliqué ça que ici, Microsoft est conscient que même comme nous ne savons pas, ils sont conscients qu'à tout moment, leur système peut tomber en panne. À tout moment, il peut y avoir un problème d'électricité chez Azure. À tout moment, un switch peut tomber, un routeur peut être en panne, un pare-feu peut avoir un problème. À tout moment, un hacker peut réussir peut-être à détruire un système là-bas, un serveur, je ne sais pas. À tout moment, ils peuvent être amenés à faire des mises à jour, des maintenances. Pendant tous ces moments-là, il peut y avoir arrêt de système. Si Microsoft ne met pas en place tout ce qu'il faut pour vous dire quoi faire pour éviter parfois des choses comme ça, qui arrivent qui arrive souvent de temps en temps. Donc Microsoft dit ok,
pour gérer ce genre de situation, les pannes inattendues, les pannes matérielles et aussi les moments, les périodes de maintenance planifiées ou non planifiées même. Il te dit, ok, tu peux utiliser ce qu'on appelle les groupes à haute disponibilité de machines virtuelles. C'est-à-dire, un groupe à haute disponibilité est à deux, c'est-à-dire est constitué de deux éléments. Le premier élément, c'est les domaines d'erreur. Les domaines d'erreur ici, c'est pour les pannes, c'est pour pallier aux pannes matérielles que j'ai citées. Switch, un élément qui approvisionne le courant électrique qui est tombé en panne et que l'électricité, on n'a plus l'énergie électrique pour faire tourner les machines. C'est ça le domaine d'erreur. Microsoft dit, ok, pour éviter cela, qu'est-ce que Microsoft lui... Quand Microsoft veut faire, par exemple, le plan électrique, on n'utilise pas le même matériel sur... Il divise son système en domaines d'erreur. Ça veut dire quoi? Un domaine d'erreur, c'est une partie de son data center, n'est-ce pas? Qui utilise les mêmes ressources matérielles. Surtout les mêmes ressources pour la climatisation, mêmes ressources pour l'électricité et mêmes ressources pour le réseau. Ça veut dire que là-bas, ils vont partager les mêmes switches, les mêmes onduleurs, tout. De telle façon que si le courant, il y a un problème sur un onduleur ou alors un problème sur un élément important de l'électricité là-bas, il n'y aura pas l'électricité sur le rack là, sur la partie là. Et ça ne va pas affecter les autres domaines d'erreur. Donc, il divise. Ça veut dire quoi? La configuration ou l'alimentation électrique de chaque domaine d'erreur, c'est différent. C'est pas pareil. Ce n'est pas Ils sont en parallèle. C'est indépendant de l'autre. Du coup, et par défaut, un availability set ou alors un groupe à haute disponibilité a au maximum 3 domaines d'erreur. Ça veut dire que si tu mets tes machines sur les 3 différents domaines d'erreur, et s'il y a panne sur un switch qui appartient à un domaine d'erreur, seule la machine qui est là-bas là sera affectée. Parce que le panne là, cette panne là ne va pas se propager dans l'autre domaine d'erreur. C'est un peu ça. C'est comme ça qu'ils font pour gérer les problèmes matériels comme ça. Maintenant, il y a aussi la notion de domaine de mise à jour qui lui permet de pallier, de gérer, qui permet à ce que ton système soit toujours disponible même quand il y a maintenance ou mise à jour. Parce que pendant les moments de maintenance et mise à jour, les machines redémarrent tout le temps, peuvent redémarrer plusieurs fois pour permettre à ce que certains éléments, patchs de sécurité s'appliquent. Quand il y a une bonne mise à jour, le serveur peut redémarrer pour appliquer ça. C'est ce qui se passe aussi avec nos machines. Quand il y a mise à jour, la machine redémarre pour bien appliquer les mises à jour. Pendant cela, maintenant, Microsoft dit quoi? N'utilise pas le même domaine de mise à jour. Ne mets pas tes machines dans le même domaine de mise à jour. Si Effectivement, parce qu'un domaine peut être en train de faire des mises à jour. Et Parce si que, tes deux machines sont là, tu n'auras pas de parce redondance. que lui maintenant, il dit ça pourquoi? Parce qu'il a configuré son système de telle façon que les mises à jour se font domaine par domaine. S'il doit avoir une mise à jour sur tout un service général, ça ne va pas se passer au même moment partout. Ça va parcourir domaine par domaine.
S'il y a effectivement. 5 domaines, ça va d'abord commencer par le domaine A. Quand la mise à jour et la maintenance du domaine A termine, après 30 minutes, ça part au domaine B. Parce que par défaut, c'est après 30 minutes qu'il avance. Mhm. Mhm. Parce qu'il sait qu'après 30 minutes là, le domaine A sera vraiment prêt. Tout va redémarrer et ce sera prêt. Après 30 minutes, il part dans l'autre domaine. Donc, tu dois dispatcher ça domaine par domaine. Tout ce que j'explique là, c'est les éléments techniques. Vraiment, quand tu crées, c'est pas toi qui gères ça. Il suffit seulement de préciser que j'aurais, tu précises, tout ce que tu as précisé, c'est de donner le nombre de machines que tu vas mettre par domaine d'erreur. Et de dire aussi comment tu vas gérer le nombre de machines par domaine de mise à jour. C'est tout. Lui gère le reste. Ok. Voilà. Voilà ce qui est des machines virtuelles. Maintenant, autre service important, c'était le bureau virtuel Azure. C'est quoi le bureau virtuel Azure? Le bureau virtuel Azure, comment dire, c'est l'espace, c'est un peu comme c'est un peu comme ton bureau, mais en fait, mais qui est virtualisé dans le système Azure, dans Mhm. lequel tu travailles. C'est ton desktop. C'est ce C'est que ton tu... desktop, ouais. Disons C'est-à-dire, ça comme ça, ton environnement PC, mhm, environnement PC de en ton tant que application. client, c'est-à-dire en tant qu'employé, c'est ton PC dans le cloud. Et l'avantage ici, tu peux travailler n'importe où. Il suffit d'avoir au moins un téléphone. Avec ton téléphone, tu peux accéder à ta machine. Un accès à Internet. Mhm. Ton téléphone, même avec ton laptop personnel, tu peux avoir accès à ça. Avec ta tablette, tu as accès à ton ordinateur virtuel en tant que client. On fait ça pour le télétravail. Donc, une entreprise qui aimerait que ses employés travaillent étant à la maison, ses employés lambda travaillent en tant que à la maison. À partir de la maison, on va te donner ce service qui permet cela, de déployer beaucoup de machines pour les employés. Bon, l'avantage ici, c'est que vous pouvez, sur un bureau virtuel, on peut avoir même plusieurs sessions. Vous travaillez sur un même bureau virtuel sans connaître. Ok. Oui, mais Hein? parce que chacun ouvre sa session. Mhm, chacun ouvre sa session. C'est un peu pareil sur ta machine. Tu peux créer plusieurs sessions sur ta machine. Sauf que Sauf que il n'y comme a ta qu'une seule machine est personne. physique, c'est parce que ta machine est physique que tu vois, non? Oh, là-bas, c'est un Ouais. concept différent. Vous attaquez la machine là qu'à distance. Même ta machine, si on attaque à distance, vous pouvez travailler dessus. Plusieurs personnes peuvent travailler dessus. Tu le sais. C'est ça Alors, l'histoire. l'avantage, c'est que c'est la machine virtuelle. Donc, Mhm. s'il y a plusieurs sessions, chacun peut venir ouvrir sa session. Voilà. Parce que vous n'utilisez pas le même périphérique pour ouvrir avec. Effectivement. Ok. On avait aussi parlé des conteneurs. C'est quoi un conteneur Azure? Un conteneur Azure, c'est un conteneur, c'est un peu comme les espaces de développement pour le développement d'applications. Mhm, oui. On permet de stocker les informations du développement d'applications à l'intérieur. Donc, c'est à peu près ça. Donc, Un ce sont les outils qui sont utilisés pour le développement des applications web mhm. et qui permettent justement de charger ce nombre d'informations. En fait, de charger ce nombre oui, d'informations dans le développement logiciel. Oui, pour le conteneur, pour être plus clair sur ce que c'est les conteneurs, le conteneur déjà, euh, ça permet, oui,
de gérer les applications, c'est-à-dire ça héberge les applications, c'est-à-dire en module. Et de telle façon que ici, un conteneur vient virtualiser, parce que vient virtualiser le système d'exploitation. Et lui, il contient uniquement l'application qu'il doit démarrer, ou alors une partie d'une application. Un conteneur va contenir l'application et ses dépendances. Les dépendances, ici, c'est tous les éléments qu'il faut pour que l'application fonctionne, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qu'on retrouve dans le conteneur. Ce n'est que ça. L'application et ses dépendances, c'est tout. Et dans un conteneur, il n'y a pas de système d'exploitation à l'intérieur, contrairement aux machines virtuelles. C'est une machine virtuelle, c'est une machine complète qui a un système d'exploitation obligatoire. Et maintenant, au-dessus du système d'exploitation, là, on peut maintenant créer d'autres applications. Ce qui fait que même sur une machine virtuelle, on peut déployer un conteneur. Mais le conteneur lui-même ne contient pas de système d'exploitation, n'a pas besoin de système d'exploitation lui-même. Mais on ne peut pas créer le conteneur sans passer par un système Le système d'exploitation. d'exploitation, C'est un bien peu sûr. différent. Et du coup, le conteneur fonctionne sur une machine, que ce soit physique ou virtuelle. C'est ça. Bien sûr. C'est juste un concept de développement, comme tu l'as dit. Ça a permis maintenant à gérer les modules d'une application et permettre de déployer des applications compatibles cloud. Parce que qui dit cloud dans le développement va parler du microservice. Et le microservice fonctionne avec les conteneurs qui va me permettre de prendre une application et de gérer ça en module, de façon que chaque module puisse être géré par un conteneur, par exemple. C'est ça. Maintenant, on avait parlé aussi des fonctions Azure. Bon, fonctions Azure, les fonctions Azure permettent d'exécuter aussi des applications, des codes, Mais les fonctions, c'est pas vraiment des applications grandes, c'est des petits codes. Donc, une fonction peut être rattachée, les fonctions lui-même peuvent être rattachées à un système. On peut créer une fonction pour répondre à un problème lié, peut-être, la dernière fois, on a parlé de la supervision dans Azure. Donc, après, peut-être, on peut dire, c'est-à-dire, on peut configurer un système de supervision. On dit, OK, s'il y a tel élément qui arrive, si dans le log ou alors si il y a tel problème qui arrive au niveau, exécute plutôt la fonction ci. Donc, au lieu qu'on Dans le envoie développement l'alerte, logiciel, on on peut mesurer ça de manière à ce que si tu as tel résultat, bien si tu veux obtenir tel jour, si tu as un résultat positif, si tu as un résultat par exemple positif, tu dois prendre cette valeur et exécuter telle fonction, exécute telle récupérer le fonction. résultat après la fonction aussi pour. Voilà. Et l'avantage avec les fonctions, c'est que lui, il s'intéresse, l'exécution, quand on met en place la fonction, on s'intéresse ici au code. C'est le code, l'infrastructure sur lequel physique là ne nous intéresse pas. Le serveur ne nous intéresse pas ici. Voilà pourquoi on parle de serverless sans serveur. Parce que la notion de fonction vient aussi optimiser en cours. Au lieu de créer une application, parce que si par exemple, pour un événement comme ça, je mets plutôt une application, pas une fonction. Je vais perdre en termes de coût, parce que lui, quand tu mets plutôt un service, une application, sans passer par peut-être une application que tu as mis dans les... Tu vas perdre en coût parce que lui, il va tourner à tout moment. Or, la fonction, et quand il tourne à tout moment, tu perds en argent. Or, la fonction, lui,
quand lui n'est pas, quand on l'a pas provoqué, On c'est-à-dire l'a pas appelé. quand on ne l'a pas appelé, ça ne consomme rien. Voilà pourquoi on parle, quand on parle de fonction Azure, il y a toujours un déclencheur. Donc il y a un élément qui déclenche ça. Qui fait L'élément la déclencheur fonction. peut être peut-être que le système ou alors on reçoit, le système atteint. Au niveau de la supervision, on peut dire que si la RAM ou alors la RAM ou le processeur est utilisé ou la mémoire est utilisée atteint peut-être 90%, au lieu de m'envoyer l'alerte, exécute plutôt cette fonction. Ou alors, en plus de m'envoyer l'alerte, exécute la fonction C. Ça veut dire que le déclencheur ici, c'est le fait que le processeur ou la mémoire atteint 90% de son utilisation. C'est ça qui déclenche la fonction. Et c'est en ce moment-là que la facturation va entrer en jeu. C'est en ce moment-là que j'aurai des coûts supplémentaires. Tant qu'on ne l'a pas déclenché, il n'y a rien. C'est ça les fonctions Azure. Donc, il faut ici, dans le cloud, il faut savoir quand utiliser les fonctions. Quand c'est plutôt mieux. Et là, c'est une notion de optimiser pour les coûts. Optimisation du coût. Parce que tu sais qu'avec les fonctions Azure, tu gagnes. Parce que quand lui dort là, ça ne consomme rien, contrairement aux autres ressources. Maintenant, après ça, on a parlé des options d'hébergement d'applications. On avait parlé des applications web Azure. Application web Azure, c'est quoi? On héberge les applications web, mobiles, c'est ça. Effectivement, on peut lui héberger les applications sur Azure. Mhm. On peut, on peut héberger les applications web, les applications. En fait, les applications web ou les applications mobiles. euh, il y a plusieurs types Les d'applications, quoi. API aussi. Puis les API, même des web jobs aussi, je crois, un truc comme ça. Les web jobs. Voilà. Et après, on va terminer avec les ressources réseau. Bon, les ressources réseau, c'est facile. On va parler des réseaux virtuels. Les réseaux virtuels. Le réseau virtuel, c'est comme ton réseau local, mais dans le cloud. C'est vraiment les mêmes concepts. Le réseau virtuel. Dans le cloud, on va créer un réseau virtuel. Si tu veux que ton cloud communique avec ton réseau local, il faut créer d'abord un réseau virtuel et connecter Effectivement. ce réseau virtuel-là au réseau local à travers. Parce qu'il faut déjà que les machines dans le cloud fonctionnent déjà entre eux. Voilà. Parce que dans le cloud aussi, il y a toutes les ressources du cloud doivent avoir une adresse IP. D'une manière ou d'une autre, il y a toujours une façon de donner une adresse IP à ces services-là, à ces ressources-là. C'est ça. Du coup, il faut le réseau virtuel. Et dans le réseau virtuel, il y a les sous-réseaux. La notion de sous-agressage est très importante dans le cloud. Parce que chaque sous-réseau, dans un réseau, chaque service est dans au moins un réseau déjà virtuel Azure vient avec un sous-réseau. Non? Et par défaut, les ressources doivent se retrouver dans un sous-réseau. Je peux créer d'autres sous-réseaux et rattacher les machines et les ressources à ce sous-réseau-là. Et par défaut, les sous-réseaux-là communiquent. Et dans le Azure, on peut créer plusieurs sous-réseaux et les faire communiquer. En fait, en utilisant les principes, les techniques comme les peering pour interconnecter les ressources. C'est comme. Donc, on peut interconnecter les réseaux virtuels là-bas. On peut connecter le réseau virtuel au cloud, aux autres, au réseau local. On peut connecter les réseaux virtuels à Internet. Maintenant, parlant de la connectivité avec le réseau local, on a la solution de VPN, les réseaux privés virtuels Azure.
qui est le VPN. On a aussi Azure Express Route. On a vu que la différence, c'est qu'avec le VPN, ça passe par Internet. Alors que Ouais, Express Route, c'est privé, ça sur passe le réseau privé de de Microsoft. Microsoft. Voilà, le backbone privé de Microsoft. C'est ça. On a parlé aussi d'Azure DNS. C'est le DNS géré par Microsoft. DNS géré. Et il faut retenir que Microsoft, on délègue seulement nos domaines à Microsoft. Donc, si je veux, déjà par défaut, quand tu crées ton compte Azure, tu as un abonnement. Par défaut, il y a déjà un DNS rattaché à ça qui est dans le domaine en microsoft.com. Et c'est ça, maintenant, je peux personnaliser ça en attachant un domaine personnalisé que j'ai acheté ailleurs. Mais Microsoft ne vend pas les domaines, ce n'est pas un registre. J'achète mon domaine ailleurs et je délègue la gestion de ce domaine-là à Azure. Et pour déléguer ça, il faut seulement créer le réseau là, le domaine là dans Azure, créer le nom là, le domaine là dans Azure. Allez maintenant utiliser ce qu'on appelle les serveurs de nom, les différents serveurs de nom que Azure a donné pour aller configurer ça au niveau de notre... donc, pour aller faire cette modification-là chez notre registre, là où on a acheté le domaine, c'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Je pense que on a fait la moitié. Demain, on va terminer. Ok. Comme ça. Donc, demain. Ok, ça va. Soirée.